Allez, c'est parti. Rebonjour à tous. Sandra, tu peux donc activer ton micro, ta caméra, c'est super sympa, merci beaucoup. Bienvenue à tous. Tout d'abord, merci de nous suivre sur nos webinaires mensuels chez Altares Alhambra Street. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ces webinaires, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat. Nos équipes consultantes compliance tenteront d'y répondre. Si ce n'est pas le cas, euh, on retrouvera vos coordonnées dans le formulaire d'inscription et on rentrera directement en contact avec vous pour répondre à vos questions. Le webinaire est enregistré et vous recevrez également la présentation sous un format PDF. Voilà donc pour les informations logistiques de ces webinaires. Alors, je vous le disais, un webinaire mensuel, c'est donc le premier d'année 2021. On a fait un planning de cette année 2021 en mélangeant à la fois des prises de parole sur la conformité très, très technique, très opérationnelle. Il y en a quelques-uns qui vont arriver dans les semaines qui vont venir. Et puis à la fois des sujets qui sont un peu plus hauts, qui sont néanmoins abordés lorsqu'on vous rencontre sur des sujets anticorruption. Alors là, nous animons un webinaire sur la France, donc on est plutôt anglais sur la loi Sapin 2 que sur tout ce qui est AML, donc pour les institutions financières, cinquième et bientôt sixième directive. Donc lorsqu'on vous écoute, il y a ce thème en fin de compte de aborder la compliance, la loi, les règlements, j'oublie la loi Potier bien sûr, et puis l'angle éthique, l'angle RSE, et comment vous allez pouvoir mettre tout ça en œuvre et comment le savoir. Donc, je le disais, on va aborder ce thème ce matin avec Sandra Birtel du cabinet BLL Consulting. Rebonjour Sandra. Bonjour à tous. Si tu peux dire un petit mot sur ce que tu fais et ce que fait le cabinet BLL Consulting. Bien sûr, donc déjà, bonjour à tous, ravie d'être parmi vous pour ce premier webinaire de l'année, donc ça, c'est vraiment top. Donc effectivement, je dirige le cabinet BLL Consulting, donc on est un organisme de formation agréé par l'État luxembourgeois sur toutes les questions compliance AML et on fait également tout ce qui est conseil, audit, accompagnement de toutes sortes d'assujettis, des plus petits aux plus gros. C'est bien, voilà, c'est parfait, parce que ce qu'on souhaitait également sur cette prise de parole, la frontière entre la compliance, donc les lois, concrètement, l'éthique sociétale des assujettis. Lorsqu'on a créé ce thème chez Altares, on a souhaité s'associer avec Sandra, qui a bien sûr l'expérience qu'elle vient de vous partager, et également l'expérience terrain avec des assujettis et des clients. Donc, d'abord, un premier thème, où est la frontière entre les lois de la conformité et l'éthique sociétale des assujettis, donc des tiers exposés aux lois conformité. Jusqu'où devez-vous insérer l'éthique dans la compliance? C'est une question que nous avons dans tous les rendez-vous, tous les meetings que nous avons avec les clients assujettis. Je vous le disais, tant Sapin 2 que sur l'AML. Où devez-vous aller dans l'organisation? Donc Sandra va vous apporter son expérience là-dessus. Et puis vraiment, histoire de montrer quelques écrans, mais il y a un seul slide, je vous rassure. On a un petit outil qui permet de mesurer tout ça. Je vous en dirai vraiment 4 phrases. L'objectif, c'est vraiment pas là forcément de partager les solutions d'Altares, ça vous trouvez ça auprès de nos équipes commerciales, mais surtout de pouvoir répondre à ces 2 questions, la frontière et jusqu'où devez-vous aller sur l'éthique. Donc Sandra, je vais te laisser majoritairement la parole ce matin. Généralement, je vais peut-être faire des rebonds, mais je te laisse la parole, je coupe mon micro. Je vous rappelle, posez vos questions sur le chat. Voilà, nos équipes sont disponibles, je les vois. Et puis notre community manager va gérer le réseau, parce que parfois, avec beaucoup de monde, ça peut planter. Voilà. Sandra, je passe les slides néanmoins et je te laisse la Oui, parole. merci beaucoup. À toi. Bon alors voilà, on est réunis aujourd'hui pour discuter un petit peu éthique et compliance. Vous le savez, ce sont deux thèmes dont on entend
énormément parlé depuis ces allez, 20 dernières années. L'éthique, c'est un peu plus récent, ça commence depuis allez, 10, 5-10 ans vraiment à titiller tous les assujettis et toutes les entreprises. Il faut bien, dès le début, définir ces termes et comprendre la différence entre compliance et éthique et comprendre les risques que ces deux thématiques couvrent. Donc, sur de la compliance, la conformité, c'est quoi? C'est respecter des règles, des lois qui sont édictées par le législateur au niveau national, européen, international. Donc, c'est se mettre en conformité euh, par rapport à des lois. Donc, on parle de Sapin 2, on parle des directives européennes LCBFT. Voilà, on a tout un tas de joyeusetés auxquelles nous devons nous conformer. Et puis, l'éthique, c'est bien au-dessus de cela. Ce n'est pas respecter des lois, mais c'est définir des valeurs d'une entreprise, de notre entreprise, et les porter publiquement. Donc faire en sorte de respecter ces valeurs, d'insuffler ces valeurs aux gens qui travaillent avec nous et de prouver dans notre expérience quotidienne que nous respectons ces valeurs que nous avons préalablement définies. Alors parfois, l'éthique est quand même soufflée par des lois. Si je peux utiliser un petit exemple de la vie quotidienne pour nous, personnes physiques, donc à titre personnel, on est obligé de respecter les lois. Voilà, on est obligé de ne pas tuer quelqu'un, sinon on se trouve sanctionné. Mais on n'est pas obligé d'avoir des valeurs, d'avoir des principes. On peut ne pas être bienveillant si on ne le veut pas, mais on a quand même des lois qui nous obligent quelque part à avoir ces valeurs et ces principes, puisqu'on voit ces dernières années tout un tas de petites lois fleurir. Par exemple, maintenant, on nous met une amende si on jette un chewing-gum par terre. Voilà. Donc ça, c'est quelque part pour nous obliger à avoir des valeurs, et c'est ce qui se passe également au niveau des entreprises. Jusqu'à maintenant, on se concentrait sur une conformité à des réglementations LCBFT, RGPD, Sapin 2, etc. On laissait un petit peu les entreprises avoir l'éthique qu'elles voulaient, sauf que considérant aujourd'hui notamment tout ce qui est risque de réputation, on sait à quel point aujourd'hui la réputation d'une entreprise va très vite avec les réseaux, avec les différents journalistes, avec Facebook, Twitter, ça va extrêmement vite, autant en bien qu'en mal. Et pour se prémunir de ce risque d'image qui peut être catastrophique, hein, qui peut engendrer des conséquences colossales. Hein. On l'a vu par exemple avec l'entreprise Le Slip français. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ce qui s'était passé. On avait des employés qui, lors d'une fête privée, avaient fait des blackface et avaient imité des personnes d'origine africaine en adoptant un accent, etc. C'est l'entreprise qui a dû s'excuser pour le comportement que les salariés avaient eu dans le cadre privé. Donc c'est preuve aujourd'hui que l'éthique doit à la fois toucher l'entreprise, mais toutes les personnes avec qui l'entreprise travaille, les salariés, tout le monde doit respecter ce cadre que l'on se fixe pour pouvoir se prémunir de ce risque de réputation qui est parfois bien plus dangereux qu'un risque de sanction, qu'est le risque dont on se prémunit quand on respecte la conformité, quand on se met en conformité. On le fait pour éviter une amende, qui parfois est colossale aussi, je l'entends bien. L'éthique, c'est plutôt pour se prémunir justement de ce risque de réputation. À un autre niveau, la compliance, c'est de l'application. J'ai une loi, je l'applique en interne, opérationnellement. Je fais en sorte de traduire la loi dans mon entreprise pour que mes salariés au quotidien respectent la loi. L'éthique, c'est différent. L'éthique, c'est de la prévention. C'est prouver à tout le monde, moi je respecte Sapin 2, moi je suis incorruptible. Ça ne sert à rien de venir me voir, vous n'arriverez pas à me corrompre et je ne corromps pas. Ça, c'est l'éthique. C'est de la prévention, c'est de montrer patte blanche pour que les gens malveillants, les entreprises malveillantes, les futurs corrupteurs ne soient pas attirés par moi et par ma société.
évidemment, ce noyau compliance plus éthique font d'une entreprise son image et sa réputation. Ça, c'est réellement très important aussi de le garder à l'esprit. Et c'est pour ça que les deux se valent aujourd'hui et qu'il faut à la fois se concentrer sur la conformité, la compliance, c'est une évidence, mais aussi se concentrer sur l'éthique. Alors, si tu peux changer de slide. Ah bah parfait, merci. Donc, comme je le disais, hein, on a eu énormément de réglementations ces dernières années, surtout au niveau de la mise en conformité avec les 6 directives européennes, bientôt une 7e, avec les régulateurs qui ont publié tout un tas de guides, de guidelines. On a aussi au niveau européen des nouvelles choses qui vont arriver, puisque le Parlement européen parle de plus en plus d'une CRF européenne, donc d'une cellule de renseignement financier européenne qui aurait vocation à sanctionner l'ensemble des assujettis européens, puisque au niveau du législateur européen, ils sont un peu... voilà, ils sont pas très très contents de différents pays, différents États membres qui ne jouent pas vraiment le jeu des transpositions ni le jeu des sanctions. Donc ils se sont dit, on va créer une autorité à l'échelle européenne qui va pouvoir mettre des sanctions à facture européenne, assez sympathique à mon avis. Donc on a eu une accélération réglementaire, et puis c'est ce que je vous le disais juste avant. Au niveau éthique, on a également eu une accélération législative, puisque même si normalement l'éthique doit être insufflée par le dirigeant d'une entreprise, par le board d'une entreprise qui doit décider les valeurs que l'entreprise doit soutenir, on a eu quand même différentes lois, différentes réglementations qui ont demandé aux entreprises de fixer des valeurs et surtout de communiquer dessus. Donc on a eu évidemment la loi Sapin 2, avec notamment le code de conduite, un des piliers de la loi qui demande aux assujettis de publier un code de conduite qui a donc vocation à être public, à être accessible très facilement sur les sites internet, où l'on dit noir sur blanc, voilà, je suis incorruptible, voilà ce que je fais, les due diligence que je fais sur mes partenaires, mes fournisseurs, toutes les personnes avec lesquelles je travaille, je ne fais pas de business avec tel pays, j'adopte telle et telle mesure. Voilà, je montre patte blanche, encore une fois, je prouve que je suis en dehors de toute cette sphère de corruption, que cela ne me touche pas, ne m'intéresse pas et je ne rentre pas là-dedans. De même avec la loi Pacte, où là on est allé encore bien plus loin, parce que si vous regardez un petit peu le code civil français, vous vous rendez compte que l'on fait mention des enjeux sociétaux et environnementaux dans les activités des entreprises. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous dit dans le code civil que chaque entreprise, dès sa création, donc dès le moment où vous pensez créer une entreprise, où vous commencez à rédiger les statuts, où vous trouvez l'objet de votre société, vous devez, dès ce moment-là, commencer à réfléchir aux considérations sociétale et environnementale de votre activité. C'est l'article 1833 du Code civil. Donc c'est quand même une grande nouveauté de voir écrit noir sur blanc dans un code. On sait à quel point en France, les codes, surtout pour des bons juristes, c'est comme la Bible. Donc c'est quand même grand et lourd de voir ce genre de choses inscrites noir sur blanc dans un code. Et de même, on vous dit que dans les statuts, la société peut définir sa raison d'être. Donc, on demande en fait à tout créateur d'entreprise aujourd'hui voilà, dématérialisation de son projet, de se demander, OK, quel va être mon impact sociétal, quel va être mon impact environnemental, quelle est ma raison d'être, quelles sont mes valeurs, en quoi aujourd'hui je vais apporter quelque chose de bon, tout simplement. Donc, on attend aujourd'hui des assujettis qu'ils communiquent sur leurs valeurs, et ce, dès leurs documents constitutifs. Donc, c'est quand même quelque part inciter les dirigeants à écrire dans le document qui constitue, qui crée la société, déjà les valeurs
qu'elles peuvent avoir, ce qui est quand même très lourd de sens pour moi. Alors, slide suivante, s'il te plaît. Donc, en fait, ici, ce qu'on nous fait comprendre, hein, vous l'avez vu avec RGPD, déjà, on vous disait tout nouveau service ou tout nouveau produit mis en vente doit être RGPD by design. Donc, dès sa conception, avant même sa commercialisation, l'outil ou le service devait répondre aux réglementations RGPD. Ensuite, on a réutilisé ça avec la compliance. On vous disait, quand vous voulez créer un nouveau service, quand vous voulez créer un nouveau produit, votre service ou votre produit doivent être compliant by design, c'est-à-dire qu'avant même de le mettre sur le marché, vous devez savoir quel risque il vous apporte, quelles sont les mesures que vous adoptez pour mitiger ce risque, quels sont le type de clientèle qui vont répondre à ce produit, les risques de la clientèle, etc. Donc faire une cartographie des risques du produit ou du service avant même de le mettre sur le marché. Et bien là, avec ce qu'on vient de dire, c'est exactement la même chose. Une société doit être éthique by design. Alors évidemment, là, on parle d'une société qui se crée, mais c'est exactement la même chose pour une société qui existe déjà, c'est-à-dire que le travail est encore plus complexe puisque c'est pas une réflexion qu'on a eue dès la création de sociétés, et puis quand on a des sociétés ou des groupes de sociétés qui ont 20, 30, 40 ans, et puis ces considérations-là n'étaient absolument pas à la mode, si je puis dire, et bien là maintenant, c'est des vraies questions à se poser, de se mettre à table avec les associés, les actionnaires, le board, enfin peu importe, et se dire, OK, quelles sont nos valeurs, quelles sont les valeurs aujourd'hui que nous voulons montrer au public, que nous voulons demander à l'ensemble de nos prestataires, de nos fournisseurs, etc., de respecter pour pouvoir définir un vrai cadre éthique d'une entreprise. Alors, comment mesurer l'éthique? Alors ça, c'est une vraie question, hein, parce que l'éthique, donc les valeurs, c'est quand même quelque chose d'extrêmement subjectif, hein. C'est comme quand on vous dit, bah voilà, à ton avis, est-ce que ton voisin, il a des valeurs, il a des principes? Enfin, c'est très compliqué à définir, puisque on définit les valeurs et les principes par rapport à nos propres valeurs et nos propres principes. Donc c'est quand même quelque chose de très subjectif tout ça. Donc évidemment, la première façon de définir et de mesurer l'éthique d'un tiers, c'est les due diligence. Ça, on vous le dit pour tout. Vous devez faire des cartographies des risques AML, vous devez faire des cartographies des risques Sapin 2, vous devez faire des recherches sur vos clients, savoir utiliser l'OSINT, les recherches sur sources ouvertes, vous devez pouvoir gratter, aller chercher l'activité du client, avec qui il travaille, dans quelles conditions il travaille, dans quel pays il travaille, quelle activité il fait, avec quelle entreprise il travaille, quels sont ses clients, etc. Donc toutes ces informations-là vont vous permettre de savoir si c'est un tiers qui a de solides valeurs et de solides principes qui peuvent vous laisser penser qu'il a un cadre éthique suffisant. Évidemment, vous pouvez, dès l'entrée en relation avec tout type de tiers, par voie contractuelle, demander par clause que chaque tiers ait en sa possession un cadre éthique, une charte éthique publique, etc. Donc là, vous avez sur la slide les mentions qui sont bonnes à avoir dans une charte éthique. Donc tout ce qui est conformité, respect des personnes, relations avec les clients, lutte contre la corruption, conflit d'intérêts, confidentialité, sécurité, santé au travail, enfin voilà, toutes ces petites choses-là qui font, aux yeux de la loi, d'une entreprise, une entreprise éthique. Mais je le répète encore une fois, la clé de toutes ces questions de conformité, de lutte contre la corruption ou d'RSE, d'éthique, c'est les recherches sur les clients. Ou sur les tiers. Enfin, je dis clients, mais c'est tout le monde, hein, fournisseurs, voilà, tout le monde doit y passer. Faites des recherches suffisantes, creusez, faites des formations sur le sujet. Moi, je conseille toujours de faire des recherches, des formations sur la façon dont on doit faire des recherches sur sources ouvertes. Hein. L'OSINT, c'est quand même on peut tout trouver sur Internet. Il suffit de savoir où chercher, de savoir comment chercher. Aujourd'hui, vous le savez, on vous demande de plus en plus d'être des agents du renseignement du privé, c'est ce que vous êtes, vous assujettis aux réglementations Sapin 2, aux réglementations AML. Vous devez trouver de l'information, transformer cette information en renseignement
et au cas où ces renseignements vous laissent penser qu'il y a un soupçon d'une activité illégale ou du moins non éthique sur ces questions-là, vous devez en référer à qui de droit. Donc vous êtes des agents du renseignement, vous devez aller chercher de l'information. Moi, à ce jour, c'est comme ça que je vous considère, comme des agents du renseignement privé. Donc mesurer l'éthique de vos tiers, des personnes qui gravitent autour de vous, c'est faire des recherches sur ces gens, c'est vous renseigner sur ces gens. Alors évidemment, s'ils ont des chartes éthiques publiques, c'est très bien. S'ils ont le stempel d'une norme ISO 26000 avec les standards internationaux RSE autour de ces 7 questions centrales qui sont sur les slides, les droits de l'homme, les conditions de travail, l'environnement, etc. C'est très bien. C'est une belle porte d'entrée, dirons-nous, mais ça ne doit surtout pas vous empêcher d'aller creuser et chercher de l'information sur les gens qui travaillent avec vous et pour vous. Alors faites justement très attention aux choses que vous allez voir de façon publique. Aujourd'hui, on assiste à des dérives de la suréthique. Alors, c'est un petit néologisme made in Sandra Birtel qui ne veut pas dire grand-chose, mais vous comprenez l'esprit. Aujourd'hui, le but, c'est de se montrer plus blanc que blanc. Justement, à cause de ce risque de réputation, vous voyez de plus en plus de communication pour dire, ah ben nous, on fait tout en vert, on utilise des machines qui sont bonnes pour l'environnement, on ne travaille qu'avec des gens qui respectent l'environnement. C'est devenu un vrai vecteur de communication et de marketing. Donc faites extrêmement attention à ce qu'on appelle tout ce qui est greenwashing, donc au verdissement, au blanchiment éco, à tous ces gens qui vont se targuer d'être des gens qui respectent l'environnement, qui ont 50% de femmes, 50% d'hommes chez eux, où les femmes sont payées autant que les hommes. Toutes ces communications-là qui n'ont rien à voir avec les activités des sociétés, mais qui sont là uniquement pour se donner bonne image, parfois ça va trop loin. Donc aujourd'hui, on assiste à une course à la labellisation. Par exemple, on a tous les 2 jours une nouvelle labellisation qui naît. On a bientôt plus de labels en RSE que dans un supermarché avec ce qui est AOP et compagnie. On n'y comprend déjà plus rien. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. C'est quand vous allez sur un site internet, ils affichent fièrement les 45 labels qu'ils ont, mais on ne sait pas qui donne le label, quelles sont les conditions, on ne sait rien du tout. Faut pas oublier qu'on a des entreprises qui payent des agences de notation pour avoir des notes sympathiques. Donc plus on médiatise les choses, plus on peut se demander si on n'est pas en face d'éco-blanchiment et de simple opération marketing. Donc mettez-vous bien en tête qu'aujourd'hui, l'éthique, c'est également une réelle arme concurrentielle pour les entreprises et que c'est une course contre la montre de se montrer blanc, de se montrer respectueux de l'environnement, respectueux des droits des femmes, respectueux de tout ce qui est refus du racisme, refus de mettre des gens de côté, où on prône tout un tas de personnes qui peuvent avoir des handicaps ou qui ont des personnalités un peu plus extravagantes. On les met en avant dans une société en disant regardez, nous, comme on est ouvert d'esprit, tous les gens qui travaillent avec nous, ça, c'est simplement de la communication et du marketing. Voilà. Sandra, on a quelques questions. Oui. Je ne sais pas si tu les vois, mais dans un groupe, la définition de la raison. Alors, Frédéric, peut-être vous parlez de la raison éthique. Doit-elle être donc faite au niveau global ou dans chaque business unit? Qu'est-ce que tu vois, toi, sur les projets que tu gères? Alors ça, c'est une assez Raison bonne... d'être. oui, c'est une assez bonne question. En fait, je dirais que ça dépend vraiment de l'activité du groupe. Si toutes les entités du groupe ont exactement la même activité, je pense qu'une charte éthique ou une définition de la raison d'être au niveau global fait tout à fait sens. Par contre, si on a des activités, on a un groupe avec des activités extrêmement diverses d'une société à l'autre, là, ça peut être un petit peu plus différent.
Donc ça, c'est vraiment à gérer en interne selon les différences d'activités, les différences de tiers qui peuvent graviter autour de nous. Ouais. Il y avait une question également, revenir sur les précédents points sur la charte éthique. Alors, je ne sais pas si Auguste, vous souhaitez qu'on les raffiche ou qu'on en parle, mais bon, je pense qu'on a été assez précis là-dessus. Vous nous demanderez, hein, Auguste, s'il faut être plus précis là-dessus. Il y a une question un peu légale, alors je ne sais pas si tu peux répondre. Mais en cas de soupçon ou de preuve de malversation, ok, on est très bien là. Mhm. Il y a une obligation légale d'informer le régulateur, ou peut-on se contenter de mettre fin à la relation avec les tiers? Bon, on va juste faire un petit rappel sur l'obligation avec donc c'est Tracfin, hein, qui est sur la France, là, des Exactement, déclarations de de soupçons, soupçons. hein. Voilà, Voilà. vous avez une Alors obligation. après, alors je sais pas, je crois que c'est Hélène votre prénom. Je sais pas c'est dans quel secteur vous êtes, hein, si c'est financier ou Sapin 2. Mais bon, généralement, on Preuve de n'hésite pas, malversation, on est plutôt voilà, sur de la l'AML. ouais, ouais, on n'hésite pas à informer Tout à Tracfin, fait. hein. Ils ont d'ailleurs mis à jour, je crois, leur formulaire de déclaratif, il n'y a pas très très longtemps. Exactement. Il Hein, en va de ouais. votre responsabilité à ce niveau-là, hein. Vous avez une obligation de déclaration dès que vous avez un soupçon, et encore plus si vous avez une preuve, de faire une déclaration de soupçon auprès de la CRF de votre pays. Donc, si c'est en France, de Tracfin, évidemment. Et vous attendez leur retour avant de mettre fin à la relation, puisque eux, dans leurs besoin d'enquête, ont peut-être besoin que vous continuiez à rester en relation avec le tiers pour pouvoir Mmh. voir ce qui continue à se passer, notamment sur les comptes en banque, par exemple. Absolument. Alors, il y a d'autres questions, une qui est un peu plus technique, on va essayer de la voir après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer d'avancer, Sandra, et on Oui, va résumer les questions. Donc, on en était ici et on en avait terminé, me semble. oui, c'est ça. Ok, Donc en fait, pardon. c'est ce qu'on disait juste avant, hein. Donc concrètement, on mesure tout ça comment? Eh bien, en mettant en place une connaissance client, fournisseur, prestataire la meilleure possible, en ayant toujours une bonne connaissance des bénéficiaires effectifs qui sont derrière les structures. Faites extrêmement attention au niveau des bénéficiaires effectifs. Ne vous contentez pas d'un registre des BE ou d'une déclaration UBO que peuvent vous fournir les clients. Faites des recherches, notamment sur tout ce qui est société familiale. Mmh. Parfois, le pater familias reste encore derrière et a encore une influence dans la société. Vous devez connaître les business de toutes ces personnes-là et les risques qui sont liés à ces activités, les risques pays et environnementaux, évidemment. Euh, N'hésitez pas à vous renseigner sur les formations aux questions d'atteinte aux droits de l'homme, puisque c'est pas inné, hein. Tout le monde ne sait pas ce que c'est une atteinte aux droits de l'homme, tout le monde ne connaît pas les droits de l'homme, tout le monde ne sait pas ce que c'est un dommage environnemental aux yeux de la loi pénale. Donc n'hésitez pas en interne à créer ce genre de formation, à faire appel à des organismes de formation comme BLL ou d'autres, pour venir former vos salariés sur ces questions-là, pour pour qu'ils comprennent en fait les enjeux. Les recherches sur sources ouvertes, hein, ça je vous le disais, et puis n'hésitez pas à contractualiser les choses, à mettre des clauses dans vos contrats qui disent que vous demandez à vos fournisseurs, à vos prestataires de respecter à minima votre charte éthique ou la leur s'ils en ont une, et à demander des documents probants dès l'entrée en relation en leur demandant une copie de leur charte éthique, de leur code de conduite, de leur procédure LCBFT. Alors l'OSINT, Madame Tessier, c'est les recherches sur sources ouvertes, c'est online. Open source. Information, quelque chose. Ouais, c'est les C'est recherches aux sources ouvertes, en fait, hein. Open Source Intelligence, donc la donnée en open source qui permet d'avoir de l'information intelligente. Voilà, si je peux résumer comme ça. OSINT. OSINT. Exact. On continue, il y a d'autres questions, mais on va y répondre en fin de webinaire, ou alors on transmettra les questions à Sandra. Bien sûr. Allons-y. Voilà, alors dernier petit un slide, il me semble, sur ces questions-là. Donc, on vous demande notamment, depuis maintenant une loi de 2017, d'avoir un devoir de vigilance sur toutes les entreprises auxquelles vous donnez des ordres, donc à tous les filiales, fournisseurs, sous-traitants. Donc ça concerne les entreprises de plus de 5000 salariés, évidemment. Mais vous avez donc des obligations très claires
une cartographie des risques des parties prenantes, donc encore une carto supplémentaire, des procédures d'évaluation, des mesures d'atténuation du risque à mettre en place et un dispositif d'alerte. Donc aujourd'hui, on a des sanctions à ce niveau-là. Donc c'est ce que je vous disais avant, hein. L'éthique, à la base, c'était quelque chose qui n'était pas censé être sanctionné, c'était pas quelque chose qui était censé être défini par la loi. Pourtant, ça le devient. Et les sanctions, ben, c'est l'engagement de la responsabilité civile de la structure, donc de devoir payer des dommages et intérêts. On a eu d'ailleurs la première action en justice en France qui s'est faite sur la base de cette loi de devoir de vigilance, donc contre Total, pour son projet d'oléoduc en Ouganda. Donc le jugement devait se faire normalement au mois de janvier. Et puis il y a eu un petit retournement de situation qui est propre aux juridictions françaises, hein, qu'on connaît un petit peu, où ils ont envoyé le cas au tribunal commercial. Donc les associations qui ont voulu porter plainte ont été choqués de cette décision. Donc affaire à suivre, mais en tout cas preuve que les sanctions tombent déjà sur ce sujet-là. Voilà, j'active mon micro. Très bien, on en a terminé pour ces deux parties. Merci Sandra. Alors on va essayer d'apporter des réponses sur les questions. Il y a une question qui est très très technique, hein, sur les produits d'investissement au risque, etc. Donc là, franchement, je vais plutôt laisser nos équipes répondre. Hélène, en fin de compte, c'est aux clients, c'est à l'assujetti, hein, donc aux clients dont le tiers aurait fait ces malversations de le déclarer, hein, notamment aux équipes conformité de le faire, ou au service juridique plus précisément. Alors la cartographie des risques des parties prenantes, je m'interroge sur les risques, ne serait-elle pas l'identification de la sphère d'influence? Alors on a fait des webinaires sur la cartographie des risques qui sont toujours en ligne. Frédéric, je vous invite à les regarder, on en a fait même plusieurs. On a même fait, c'était même une partie du séminaire conformité qu'on a fait le 6 novembre, où il y avait donc Sandra notamment et Michel Sapin, donc sur la partie cartographie des risques. Donc allez voir ce webinaire. Sinon, peut-être que nos consultantes vont vous apporter quelques liens. Très bien. Bon, bah voilà, on avance alors, très bien. Voilà, il n'y a pas d'autres remarques, d'autres questions. On parcourt le chat. Donc Auguste, ce que je vous propose, c'est qu'on vous aurez la présentation, et vous aurez de la liste des indications que proposait Sandra. Alors on va continuer. Alors je vous le disais tout à l'heure en introduction, on va pas non plus passer beaucoup de temps sur cette partie-là. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de voir ce lien entre éthique et puis conformité. Néanmoins, chez Alteres, on a l'ensemble de ces données. Toutes les données qu'a évoquées Sandra, on les agrège, on les collecte, on les vérifie, on essaie de les corroborer. Et je voulais vous montrer des petits outils, vous voyez, qui vous permettent d'identifier, d'aborder la partie éthique dans la collecte de données. Je vais aller assez vite. Vous avez ce genre de tableau de bord avec l'ensemble de vos tiers. Et vous avez, au niveau de la presse négative, vous savez, on analyse la presse négative, la chose assez classique, hein, en due diligence. Vous avez plusieurs thèmes, plusieurs sous-catégories qui permettent d'aller chercher le niveau d'éthique de vos tiers. Vous voyez, vous avez par exemple ceci. Donc, ce qu'on voulait également, ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'on voit de plus en plus, alors maintenant Sapin 2, hein, ça va bientôt faire, ça fait 3 ans, la AML, on va arriver sur la sixième directive là au mois de juin. Donc on a maintenant un certain nombre d'entreprises qui ont déployé les procédures de due diligence, fournisseurs, clients, Sapin 2, AML, etc. On voit un lien assez fort maintenant entre la mise en place des outils de conformité, donc tiers, fournisseurs, clients, et l'adoption de chartes éthiques que vient de partager Sandra. Il y a donc un lien entre les deux. La conformité, je regarde si mes tiers sont honorables, s'ils sont si je peux travailler avec eux, s'il y a des listes de sanctions, des choses assez classiques. On a parlé des bénéficiaires effectifs avec Sandra. Et la partie éthique, c'est plutôt ce qui va être rayonner à l'extérieur. Attention à ne pas faire de suréthique, hein, comme l'a dit Sandra. Et là, qui va envoyer un message fort, d'abord
aux criminels, dire attention, nous on a une solution de conformité, et deuxièmement, on a une charte éthique, inutile de venir nous voir pour essayer de nous voler ou de blanchir de l'argent, etc., etc. Et deuxièmement, et ça on le voit quand même assez fort, ça envoie vers les partenaires, les investisseurs, les clients, un message qui est très rassurant, hein. Donc on voit aussi cette double démarche de nos clients Altares, hein, qui sont équipés de nos solutions, qui ont nos data et qui ont parallèlement mis une solution sur une démarche sur l'éthique, d'envoyer un message assez fort avec ces deux, je ne vais pas dire ces deux piliers, parce que là on pourrait faire référence à ça par deux, mais ces deux axes, à la fois la conformité, la compliance, la due deal, KYC, KYS, etc. Et puis, deuxièmement, un message fort vers l'extérieur via ces chartes et ces documents éthiques. Voilà, vous aurez toutes les coordonnées de Sandra si vous souhaitez évidemment avancer avec elle. Altares, vous nous connaissez, néanmoins, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous nous trouverez, ça c'est clair. Mais alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, 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 il n'y avait pas d'autres. Ah si, il y avait d'autres questions. Non, c'est bon, excusez-moi. Fernando, je vous ai répondu à votre. Laetitia, pardon. Laetitia, je vous ai répondu à votre question. Merci Sandra. Merci bien, merci à Merci à tous de vous. votre présence. Je vous le disais, enregistré, vous recevrez un email avec la présentation. Merci à tous. Bonne journée et prenez soin de vous. Merci Sandra. À bientôt, au revoir. Au revoir.